Alors que des centaines d'élus se pressent déjà sur vos pas. Cher public, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Falsbourg, concepteur, développeur et promoteur immobilier, et en partenariat avec le journal La Tribune. En mai 2017, Madame Borne, lors de votre nomination comme ministre chargé des Transports, vous faites partie de ces nouveaux ministres inconnus du grand public qui cochent les cases attendues. Vous êtes compétente dans votre domaine, n'êtes citée dans aucune affaire judiciaire et vous présentez en bonus l'avantage d'être une femme. Surtout, vous avez un profil plus techno que politique qui devrait vous permettre de travailler tranquillement sans concentrer les attaques de tous bords. Pour ça, le gouvernement a Marlène Schiappa. Alors que des centaines d'élus se pressent déjà sur vos pas pour vous demander un TGV ou un Hyperloop pour leur ville, vous décidez de vous tourner vers les habitants des territoires enclavés. Et on peut dire que vous connaissez le sujet, vous qui avez été préfète du Poitou-Charentes. Ce quinquennat ne sera pas celui des LGV et des projets pharaoniques, mais celui des trajets du quotidien. Vous essayez de répondre à la question « Comment Madame Michu ira-t-elle chercher son pain d'ici 2035 ?» et vous n'en avez pas honte. Il faut dire qu'une X-Pont comme vous, ça a plutôt tendance à être pragmatique que dépensière. Propulsée en première classe, votre carrière consiste en un balai d'aller-retour entre les wagons de la haute administration et les directions d'entreprises publiques. Cabinet ministériel, direction d'entreprise, mairie de Paris et un passage en préfecture. Depuis le début, chaque étape de votre vie semble n'avoir été qu'une borne de plus sur le trajet déjà tout tracé vers le ministère chargé des Transports. À l'âge où certains en sont encore à chercher leur voie, vous montez à bord du ministère de l'Équipement et participez au lancement du projet EOL et de la ligne Météor. Il ne manquait plus qu'une ligne Héraclès et vous terminus Pontoise et vous révolutionniez la mobilité dans le Val d'Oise à grand renfort de mythologie grecque, n'en déplaise à Jupiter. Ensuite, vous enchaînez les responsabilités. Matignon auprès de Jospin, la stratégie à la SNCF, l'urbanisme à la mairie de Paris et le cabinet de Royal à l'écologie. Pourtant, le Parti socialiste n'aura jamais la joie de vous compter parmi ses compagnons de route. Une rose rouge ne suffit pas à vous séduire. Enfin, vous négociez en 2015 un changement intermodal pour la direction générale de la RATP, une expérience qui restera, selon vos dires, votre meilleur souvenir. Pourtant, on raconte que vous dirigez vos équipes d'une main de fer, ce qui vous faudra le surnom de burn-out, donné par certains de vos collègues sortis en pleurs de votre bureau. Ce sera peut-être l'un des seuls bémols de votre carrière. Dernière étape en date dans votre parcours digne d'un retour de soirée sur Citymapper, vous êtes au Canada lorsqu'Emmanuel Macron vous propose le poste de ministre chargé des Transports. Après une longue et fastidieuse réflexion de 30 minutes, vous acceptez et on notera qu'à peine à bord du gouvernement, vous prenez votre quartier en marche. Toutefois, avant de pouvoir proposer votre propre loi, il vous revient de mener, au printemps 2018, la réforme de la SNCF et l'ouverture du ferroviaire à la concurrence, face à des cheminots très déterminés. Ceux-ci mettent en place une grève en pointillé qui a bien failli empêcher les non-franciliens d'entre nous de venir passer leurs euros à l'ESSEC. Mais vous finissez votre travail en temps et en heure, détail aussi appréciable pour un ministre que lorsqu'un conducteur de train arrive à l'heure. Depuis, vous êtes lancé à pleine vitesse et vous pouvez enfin vous atteler aux sujets qui vous tiennent à cœur. C'est le moment pour vous de trouver le profil parfait pour l'homme de votre vie. Alors non, on ne parle pas d'une appli de rencontre, on parle bien du petit nom de la loi d'orientation des mobilités. Celle-ci aborde pêle-mêle le covoiturage, la voiture autonome et les trottinettes électriques. L'augmentation de la taxe carbone provoque la colère de vos concitoyens, mais vous réussissez à traverser la crise sans accroc. SNCF, Gilets jaunes, le duo exécutif a finalement décidé de vous mettre en première ligne. Qu'importe la tâche, Elisabeth Borne nous prouve à chaque fois sa persévérance. Mais des interrogations persistent. Carburez-vous plutôt à l'ambition personnelle ou au service de l'intérêt général ? Les Français sauront-ils pédaler assez vite
pour rattraper leurs voisins européens dans la pratique quotidienne du vélo? Mais surtout, avez-vous une solution plus convaincante que les bus de substitution pour le public qui va rater le dernier RER de 21h30? Le trajet sera encore long, il vous reste encore de nombreux défis à relever, mais dans le wagon Philippe III, contrairement à certains de vos anciens collègues, vous ne semblez pas avoir choisi le siège éjectable. Nous vous souhaitons, Madame la Ministre, cher public, un très bon débat au mardi de l'ESSEC. Bonsoir Madame la Ministre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des Mardis de l'ESSEC. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir rapidement à la présentation qui vient d'être faite de vous. Écoutez, sur la réforme SNCF, c'était aussi une réforme qui me tenait à cœur, parce que je pense que pour ceux qui prennent le train régulièrement, on peut voir qu'on a fait un certain nombre d'erreurs, en laissant notamment le réseau se dégrader dans des proportions qui sont tout de même assez spectaculaires. Et pendant ce temps, pendant qu'on faisait des lignes à grande vitesse, tout le réseau dit classique a été largement sous-entretenu. Donc remettre ce modèle-là sur de bons rails, si je peux dire, remettre la priorité sur les trains de la vie quotidienne, ce qui reste un énorme chantier qui, à la fois parce que le réseau nécessitera des années pour être à nouveau performant, un énorme chantier aussi parce qu'à force d'être obnubilé par la grande vitesse, quelque part on se dit que les décideurs, et ce n'est pas que la SNCF, n'ont pas vu ce qu'est la géographie du pays, avec notamment l'émergence de métropoles dans lesquelles la voiture est la solution, à peu près la seule solution, et on n'a pas du tout développé. Alors j'ai bien conscience que le RER n'est pas la solution idéale, mais au moins vous avez de la fréquence, ce que vous n'avez pas du tout quand vous êtes autour des grandes villes dans lesquelles la crise des Gilets jaunes a été très forte. Voilà, donc il y a un travail absolument énorme pour que ce système ferroviaire fonctionne. Comme ce système ferroviaire, pour moi, il a vraiment vocation à être la colonne vertébrale d'un système de mobilité propre. C'était une première étape avant effectivement cette loi d'orientation des mobilités qui effectivement me tient à cœur. Merci beaucoup Madame la Ministre pour ces premiers éléments de réponse. Nous reviendrons là-dessus au cours du débat qui va se structurer autour de 4 thèmes. Tout d'abord la loi d'orientation de mobilité en lien avec l'actualité récente et notamment la crise des Gilets jaunes, avant d'envisager les différents enjeux du secteur des transports et votre stratégie pour les prendre en compte. Puis nous reviendrons sur les enjeux d'ouverture à la concurrence dans le secteur des transports, ce qui sera l'occasion de parler notamment des dossiers SNCF, Air France, RATP un peu aussi, et de conclure sur votre carrière de grand commis de l'État et votre avenir peut-être en politique. On commence donc par l'actualité récente, la crise actuelle et la loi que vous portez. Vous venez de le dire, la loi, les principaux enjeux en tout cas de la loi illustrent assez bien le mal français entre d'un côté la question du financement de nouveaux services publics et puis donc des nouvelles infrastructures de transport, et de l'autre le fait que les prélèvements obligatoires et la dépense publique atteignent des sommets. Le parcours parlementaire de la loi que vous portez a été en quelque sorte bousculé aussi par la crise des Gilets jaunes et le sera aussi peut-être dans les discussions à venir. Comment vous allez prendre en compte ces revendications des personnes qui n'ont que la voiture comme moyen de transport et également le ras-le-bol fiscal? Alors, en fait, moi j'ai entendu dans la crise qu'on connaît depuis le mois de novembre l'expression de concitoyens de territoires qui se sentent abandonnés, qui constatent qu'on a fait des lignes à grande vitesse pour les métropoles, des métropoles qui sont devenues très puissantes, très attractives, ce qui est une bonne chose, on va dire, dans la compétition internationale. Si on revient quelques décennies en arrière, on parlait souvent de Paris et le désert français. Au cours des dernières décennies, ont émergé ces métropoles, notamment soutenues à la fois, je vous le disais, par
de développement universitaire, ce qui me rappelle ma jeunesse, soutenu par nos choix d'infrastructures, notamment ces fameuses lignes à grande vitesse. Et ces métropoles, si elles rééquilibrent le pays par rapport à Paris, elles n'ont pas du tout joué le rôle d'entraînement pour leur territoire, mais au contraire, elles ont tendance à aspirer les emplois. Et donc les habitants sont de leur côté rejetés de plus en plus loin. Dans des territoires, des villes moyennes, des petites villes ou des territoires ruraux, dans lesquels, d'une part, les réseaux de tous les jours, les routes, les voies ferrées se dégradent et où il n'y a aucune alternative à la voiture. Et donc, c'est depuis mon arrivée au ministère, assez vite, moi j'avais lancé les Assises nationales de la mobilité. On était reparti à l'écoute des citoyens, de leurs besoins. Et donc dans ces territoires, et c'est 80% du territoire où les collectivités n'exercent pas leurs compétences mobilité. C'est-à-dire que finalement, personne ne s'occupe de proposer autre chose que la voiture. Je pense que c'est une des racines de la crise qu'on connaît, ces Français qui vivent dans des territoires où on voit les entreprises qui s'en vont, où on voit les services publics souvent qui s'en vont, et dans un pays qu'on a vraiment construit autour de la voiture. Et puis, un beau jour, on a le cours de l'essence, du diesel qui augmente, et les gens se sentent pris au piège. Voilà. Donc la loi, elle vise vraiment à répondre à ce problème en développant des solutions alternatives à la voiture sur tout le territoire. Donc en s'assurant que les intercommunalités prennent cette compétence, proposent des solutions alternatives à la voiture. Et puis dans le même temps, pour les gens qui n'ont pas d'autre choix que la voiture, parce qu'on ne va pas répondre à 100% des besoins, on accompagne les Français pour passer à des véhicules qui sont à la fois des véhicules plus propres, qui consomment moins, qui polluent moins, qui consomment moins et donc qui pèsent moins sur le budget des ménages. Donc, ça, c'est le constat que vous aviez fait, même anticipé avant que la crise se déclenche. Mais est-ce que disons, dans le parcours parlementaire de la loi, vous allez prendre en compte justement le ras-le-bol fiscal et cette crise qui s'est déclenchée, même si vous aviez déjà observé la fracture territoriale, disons, au moment de présenter la loi? Enfin, la loi, honnêtement, elle porte ça. Elle porte ce que je pense être une réponse, une des réponses, parce que, enfin, après ça, derrière la crise, il y a bien d'autres sujets, sur une fracture démocratique, une fracture sociale, un ascenseur social qui marche moins bien qu'il marchait il y a quelques décennies. Mais en tout cas, la loi, elle porte ça. Moi, ce que j'ai entendu dans la crise, c'est sans doute la nécessité d'avoir des aides individuelles qui fonctionnent de façon plus efficace, notamment les dispositifs qui accompagnent les Français pour changer de voiture. C'est à la fois des dispositifs qui marchent, puisque 300 000 ménages en ont bénéficié l'an dernier, et en même temps, une partie des Français, ceux qui n'ont pas forcément accès au crédit, ne peuvent pas en bénéficier. En fait, vous savez, on donne jusqu'à 4 000 € pour acheter un véhicule d'occasion, mais un véhicule d'occasion, ça peut coûter 6 000 €. Et comment on trouve les 2 000 € qui manquent quand on n'a pas nécessairement accès au crédit? Donc, c'est des solutions sur lesquelles on est en train de travailler. Il y a l'enjeu de la mobilité domicile-travail, où il est prévu dans la loi d'accompagner ceux qui font du covoiturage, d'avoir une prise en charge par l'employeur des frais de covoiturage ou de vélo. C'est optionnel, on va dire, pour l'employeur dans la loi, et on a des discussions avec les employeurs pour que cet accompagnement soit plus systématique, parce que là encore, il y a un sentiment d'injustice auquel je pense qu'il faut répondre, puisque quand vous habitez dans une grande ville, vous avez des transports en commun et votre employeur vous rembourse 50% de l'abonnement de transport en commun. Quand vous êtes dans un territoire où il n'y a pas de transport en commun, vous n'avez pas d'aide. Donc c'est une sorte de double peine, et donc je pense qu'on a aussi à travailler avec les représentants des employeurs pour que cet accompagnement soit plus systématique. Il y a un autre enjeu aussi auquel moi j'ai voulu répondre par un amendement au projet de loi que j'avais déposé au Sénat, c'est
une demande de proximité. Depuis le départ, moi, je suis convaincue que c'est évidemment pas à Paris qu'on va construire les réponses adaptées à chacun des territoires et qu'il faut aider les collectivités à accompagner les Français au plus près. Et donc, du coup, je pense qu'on peut aller plus loin dans la décentralisation, notamment sur la gestion des réseaux ferrés, des lignes de desserte fine du territoire. Et voilà, je pense qu'on devra aller dans ce sens aussi de rapprocher les décisions encore davantage des citoyens pour qu'elles soient le mieux adaptées à la diversité des situations. Et cette décentralisation, elle va se faire notamment par le dispositif des autorités organisatrices de mobilité, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que ces nouvelles compétences, enfin ces compétences de mobilité vont être financées? Comment est-ce que ces organisations, ces autorités vont finalement exercer ces compétences? Donc, dans les grandes villes, ça fait longtemps que le niveau intercommunal est responsable d'organiser des transports. Alors, en Île-de-France, c'est encore différent, mais ailleurs en région, les agglomérations, les métropoles organisent des services de transport en prélevant notamment un impôt sur les entreprises, qui est le versement transport, qui est un pourcentage de la masse salariale. Et jusqu'à présent, donc, c'était essentiellement dans les grandes villes, financé notamment par ce versement transport et puis par la part payée par les voyageurs, qu'on proposait des solutions de transport public. Donc c'est des bus, des trams, des métros. On voit bien, et on le voit partout, qu'à côté de ces réponses traditionnelles organisées, le transport public, les lignes régulières, aujourd'hui, et notamment grâce à la révolution digitale, se développent beaucoup d'autres services. Les services de véhicules électriques en libre service, du transport à la demande, du covoiturage organisé. Et donc l'objectif, c'est évidemment pas de penser qu'on va mettre du transport public partout sur le territoire, y compris dans des petites villes ou même dans des villes moyennes, mais que les collectivités, on leur simplifie, on supprime les exigences qui existaient jusqu'à maintenant dans la loi. On n'est pas obligé de faire des lignes de bus régulières quand la demande est beaucoup plus diffuse, mais donc on leur permet d'exercer leurs compétences uniquement avec ces nouvelles mobilités qui sont mieux adaptées à la réalité des territoires et en ayant une ressource, là aussi, assise sur les entreprises. Vous avez évoqué justement cet enjeu du digital parmi les missions des AOM. Donc il va y avoir cette question de mettre en place des services digitaux pour la billettique, à la fois la billettique, mais aussi pour les différents services d'itinéraire. Comment est-ce que les intercommunalités vont pouvoir faire face à cet enjeu avec les compétences qui sont les leurs? Je pense qu'en termes de ressources humaines, de financement, est-ce que l'État va les aider de ce point de vue-là? Alors, vous savez, les grandes villes ont toutes les compétences pour développer, notamment les métropoles, les grandes agglomérations ont les compétences pour développer des services d'information multimodales. Et pour les plus petites intercommunalités, on demande à la région, qui joue le rôle de chef de file sur cette compétence mobilité, de développer ces services d'information multimodaux. Je pense que c'est un enjeu très important parce que c'est la condition pour que les nouvelles mobilités trouvent leur public. Moi, ça m'est arrivé bien souvent d'être dans des intercommunalités qui développent du transport à la demande et personne ne le sait. Donc, moins il y a d'habitants qui savent qu'il existe un service de transport à la demande, plus il est coûteux. Parce que si vous faites rouler des minibus vides, évidemment, ça nécessite plus de financement de la collectivité. Donc, rendre visibles les services qui existent, et évidemment, on ne va pas demander à la petite intercommunalité de le faire, on demande aux régions de mettre en œuvre des services d'information multimodale pour que chacun sache quels services existent autour de lui. Ça sera le rôle des régions.
Mais même si c'est des régions, comment elles vont faire par rapport à, je pense, des acteurs digitaux, comme peut l'être, je sais pas, un Citymapper, est-ce qu'elles vont réussir à développer des services tout aussi attractifs Est-ce qu'il va pas y avoir une concurrence avec les acteurs quand je dis que les privés régions vont le développer, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, on prévoit l'ouverture des données, de toutes les données de tous les services de transport. On demande à la région de s'assurer qu'il y a un service d'information multimodale qui couvre tout son territoire. Ça veut dire que soit un Citymapper ou une autre casquette de Google le fait, soit elle aura à le développer. Et du coup, les régions sont en subsidiarité, on va dire, ou interviennent en cas de carence de l'offre de services privés. Mais franchement, les régions, moi, je ne suis pas très inquiète. En fait, avec les réorganisations qui sont intervenues dans le dernier quinquennat, où on a 13 régions maintenant qui sont quand même des collectivités très costauds, qui sont dotées de ressources fiscales en plus bien dynamiques, il y aura plutôt, je pense, une bonne émulation entre les régions qui, elles, souhaitent aller sur ces compétences, et c'est extrêmement valorisant. C'est un peu la vitrine de la région, ces nouveaux services. Donc moi, je n'ai pas de doute qu'elles vont s'en saisir avec beaucoup d'enthousiasme. Donc vous avez évoqué la piste de la décentralisation. C'est aussi la question du transfert donc des compétences, même si les régions ont théoriquement la compétence transport. Le gouvernement veut laisser la possibilité aux régions de déléguer aux intercommunalités certaines responsabilités. Est-ce que vous n'avez pas peur de rendre encore moins lisible justement l'organisation des transports? Quand vous disiez il y a des transports à la demande qui ne sont pas connus, ou même la création de doublons entre les intercommunalités, les départements et la région? Non, je ne pense pas. Pour moi, il y a vraiment deux... quand on veut répondre aux besoins de déplacement, il y a vraiment deux échelles, en fait. Il y a l'échelle du besoin de tous les jours, en proximité. Et là, je suis vraiment convaincue que c'est la maille des intercommunalités, le cas échéant regroupé, et regroupé par bassin de vie. Donc le périmètre où vous vous déplacez tous les jours pour aller au collège, pour aller faire vos courses. Donc je pense qu'il y a cette maille des déplacements de tous les jours. Et puis ensuite, il y a la maille où vous sortez, vous allez plus loin, vous rejoignez la grande métropole. Et c'est vraiment l'idée d'organiser entre ces deux niveaux de collectivité. Jusqu'à présent, dans les territoires où on a à la fois une région qui assume sa responsabilité sur le transport ferroviaire et sur le transport interurbain, donc les liaisons entre villes, et quand vous avez l'agglomération qui, par ailleurs, fait ses services de transport urbain, aujourd'hui, les collectivités se marchent sur les pieds. Ça arrive de voir, ça arrive même très souvent, que vous voyez passer le transport interurbain qui forcément fait des stops au sein de l'agglomération et qui double le bus de transport urbain organisé par l'agglomération. Donc quand on a des situations de ce type-là, moi c'est un peu ma philosophie, je pense que soit on se dit on remonte tout ou on descend tout, et à la fin, je pense que dans la diversité des compétences qui sont nécessaires, la bonne forme pour faire travailler tout le monde ensemble, c'est le contrat. Et donc on prévoit dans la loi que les collectivités devront se coordonner pour donner ensemble une offre lisible vue des citoyens. D'accord, donc elles vont décider ensemble de coordonner leurs offres, de s'assurer que le transport de rabattement qui va vers la gare arrive plutôt avant que le train parte. C'est mieux d'arriver avant plutôt qu'après. Et donc, elles auront à faire cette mise en cohérence des offres. Je vous dis à la fois pour que ce soit plus agréable vu du voyageur, et puis aussi pour éviter de jeter de l'argent public par les fenêtres en étant deux à faire le même service à certains endroits, pendant qu'on a des endroits où il n'y a rien. Vous donnez plus de liberté au territoire, et est-ce que ça rejoint le principe de différentialité des régions qui est introduit dans le projet de réforme constitutionnelle aussi? De différenciation, honnêtement, à ce stade, on n'a pas tiré parti de cette possibilité que devrait donner la réforme constitutionnelle. C'est plutôt un principe de beaucoup de souplesse. Un certain nombre de ceux qui ne sont pas rentrés dans la loi
comprennent pas très bien de quoi on parle. D'abord, c'est quand même affreusement technique, hein, puis vous l'avez évoqué, on traite à la fois des questions d'organisation des collectivités, on traite de questions assez techniques sur les modalités d'ouverture des données, on traite de systèmes de contrôle-sanction pour contrôler des voies réservées. Mais je pense que ce qui peut déconcerter ceux qui ont la gentillesse de bien vouloir lire la loi, c'est que finalement, c'est une loi qui est très souple, qui permet beaucoup d'adaptabilité à la diversité des situations, mais avec quelques principes qui sont clairs, qui est j'ai l'échelle où je me déplace pour ma vie du quotidien, et puis j'ai des échelles plus grandes, et chacun doit faire le mieux à son échelle en travaillant ensemble pour que ce soit finalement des services sans couture vus du voyageur. Vous avez évoqué tout à l'heure la question des TGV, d'une politique tout TGV que nous avons menée au niveau national à un moment. Vous qui avez été à la direction de la stratégie de la SNCF pendant un moment, est-ce que vous pouvez nous dire comment se sont faits ces arbitrages justement entre le développement de TGV et des dessertes un peu laissées pour compte du point de vue tout au moins de l'entretien du réseau? Alors même en ayant passé 5 ans à la SNCF, j'ai objectivement du mal à m'expliquer comment cette entreprise et comment les décideurs ont à ce point pas vu le sujet de déplacement du quotidien. Je pense que la SNCF, c'est sans doute une maison d'excellents ingénieurs qui ont relevé, enfin qui se sont dit avec l'arrivée de la voiture que peut-être que le train, qui de fait n'a pas cessé de perdre du terrain par rapport aux réseaux qui ont pu exister au XIXe siècle, que si on n'inventait pas un nouveau produit, alors le train allait disparaître. Et qui ont vu dans la grande vitesse le produit de survie du train. Et ce faisant, toute l'ingénierie, toute l'intelligence de la SNCF s'est portée sur ce réseau à grande vitesse. Et moi, j'étais à la SNCF à la fois quand Louis Gallois était président et quand Anne-Marie Idrac est arrivée de la RATP. Et je pense qu'elle est la première à avoir donné l'impulsion à l'entreprise de s'occuper des trains de tous les jours. Ça venait en même temps qu'une réforme qui avait été engagée à la fin des années 90 sous forme d'expérimentation et confortée au début des années, dans la loi de 2000, la loi dite Solidarité et Renouvellement Urbain, qui a donné aux régions la compétence d'organiser les trains, ce qui s'appelle les TER, les trains express régionaux, que la SNCF gérait toute seule avant cette décentralisation sur les régions. Donc je pense que l'entreprise, elle s'est projetée dans un défi formidable de la grande vitesse, en pensant que le reste du réseau était appelé à disparaître, comme une bonne partie du réseau du XIXe siècle s'est réduit. Mais je vous dis ce que je trouve fascinant, mais je pense qu'ils ne sont absolument pas les seuls, parce que les difficultés que traverse notre pays le montrent bien. Ils n'ont pas vu que dans le même temps, quand on a l'émergence de métropoles, c'est extrêmement... Enfin, le train, c'est le meilleur mode de transport quand on a beaucoup de gens à amener au même endroit. Vous savez, votre RERA, que vous appréciez certainement, transporte 1,2 million de voyageurs par jour. C'est colossal, il n'y a que le train qui sait faire ça. Et par contre, il y a eu un aveuglement collectif de ne pas se rendre compte que ce qui a été fait en région parisienne, et je suis bien consciente que ça reste largement perfectible, mais ça n'a pas du tout été fait ailleurs. Donc on est passé complètement à côté. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui viennent de Marseille ou d'Aix, mais moi, ça m'a frappé en prenant mes fonctions de ministre. Quand vous regardez la liaison entre Aix et Marseille, on est au sein de la métropole d'Aix-Marseille. Vous avez une voie ferrée à voie unique. Ça veut dire qu'il y a un train qui part de Marseille pour aller à Aix, qui doit se garer pour qu'un autre train puisse venir. On se dit, quelqu'un n'a pas vu la géographie. Je pense que c'est quand même très intéressant de voir que... c'est une bonne façon de voir qu'à un moment donné, il faut prendre du recul et pas s'occuper simplement de
de son champ. Il faut se rendre compte. En plus, je pense que quand on est sur ces sujets d'infrastructure de transport, c'est peut-être un mot qu'on n'a pas assez employé ces derniers temps, mais qu'on fait de l'aménagement du territoire. On peut en faire pour le meilleur, et quand on ne fait pas attention à ce qu'on est en train de faire, on peut en faire pour le pire. Le projet de loi s'accompagne d'un effort massif d'investissement. C'est 13,4 milliards d'euros d'ici à 2022, une planification jusqu'en 2027. Ces investissements sont massifs, mais pour l'instant pas encore financés, comme l'a rappelé le Sénat. Est-ce que vous avez des pistes de financement? On pense notamment à la taxation du kérosène, par exemple. Alors, ça n'était pas spontanément la piste à laquelle j'avais pensé jusqu'à maintenant. Je pense que aborder des sujets de fiscalité dans le contexte de ces derniers mois n'est pas un sujet extrêmement simple. Moi, je reste convaincue, et pour le coup, les débats qui sont intervenus dans beaucoup de territoires l'ont confirmé, qu'il faudra trouver une façon de faire payer les poids lourds qui traversent notre pays. Vous savez qu'on a un taux de taxe sur les carburants, la TICPE, qui est sans doute plus élevé, qui est plus élevé que celui qui est pratiqué en Belgique, au Luxembourg ou en Espagne. Et de fait, vous avez beaucoup de poids lourds qui font le plein en Belgique, traversent la France et refont le plein en Espagne pour retraverser la France dans l'autre sens. À peu près tous nos voisins ont mis en place des systèmes de redevances pour faire payer les poids lourds qui traversent les pays, sauf nous. Donc je pense que ça reste une piste qu'il faudra absolument creuser. Ensuite, ça ne peut pas se faire indépendamment d'une réflexion globale qu'on aura à mener sur la fiscalité écologique. Alors j'ai entendu aussi dans le grand débat une demande de taxer le kérosène. Les Français qui me disent moi je paye des taxes sur mon plein d'essence ou de diesel, et pendant ce temps-là, le kérosène n'est pas taxé. Peut-être juste quelques éléments, hein. Évidemment, le transport aérien doit participer à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est un secteur qui se gère quand même à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une politique du transport aérien qui ignore ce que font tous vos voisins. Et c'est même mieux d'avoir des règles à peu près cohérentes à l'échelle mondiale. Étant entendu que c'est un secteur dont il faut aussi avoir en tête qu'il représente entre 1 à 2% des émissions de gaz à effet de serre selon les pays. Donc c'est évidemment un secteur qui doit participer. Ce n'est pas non plus le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Et ce secteur a une règle qui résulte d'une convention de l'après-guerre qui interdit la taxation du kérosène sur les vols internationaux, mais c'est aussi engagé. C'est le premier secteur à avoir signé à l'échelle mondiale un accord sur la réduction. Tous les États se sont engagés à l'échelle mondiale à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à ne pas dépasser le niveau de 2020, quelle que soit la croissance du trafic aérien, et avec une perspective de réduire de 50% à échéance 2050. Cet accord mondial est quelque chose quand même d'important. C'est-à-dire que nous, on peut dire finalement, on va mener notre stratégie indépendamment de ce qu'on fait à l'échelle de la planète. On va se mettre à taxer le kérosène des vols Paris-New York. Simplement, si les États-Unis, la Chine, l'Inde devaient quitter cet accord, on pourrait être content d'avoir mené notre politique plus environnementale que les autres. Mais dans le même temps, on est certain que pour le coup, les émissions de gaz à effet de serre repartiront à la hausse parce que Donald Trump, qui a quitté l'accord de Paris, il n'y a pas besoin de le pousser beaucoup pour qu'il quitte l'accord qui a été signé dans le transport aérien au niveau mondial. Donc moi je pense qu'il faut qu'on se batte à l'échelle. On a cette règle internationale sur le fait qu'on ne peut pas taxer les vols internationaux. Et sur les vols internes, comme le font les sur États-Unis, sur les vols internes, si vous ne faites pas une règle, si vous ne mettez pas une fiscalité ou un prix du carbone à l'échelle européenne, il faut quand même. On est certain que les avions, au lieu de faire Toulouse-Paris, ils feront Barcelone-Toulouse-Paris. Ils feront le plein à Barcelone.
Donc on aura autant d'avions en France et on aura des emplois chez les autres. Voilà, donc moi je pense que la bonne méthode, c'est de se battre pour renforcer les contraintes sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen et au niveau mondial. Mais je pense que voilà, la conséquence d'une politique qui serait simplement française, c'est que les émissions de gaz à effet de serre risquent d'augmenter davantage, puisque ça obligera les compagnies, ou en tout cas ça conduira les compagnies à se baser, comme on dit, ailleurs pour faire les vols français. Ouais. Vous avez parlé du grand débat national. Est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur la contribution de votre ministère à des propositions pour le grand débat national, par exemple un retour de la taxe carbone un peu aménagé ou... Enfin, ce sujet de la fiscalité écologique, on voit qu'il est extrêmement sensible. À la fois, on a vu des jeunes, et peut-être vous en êtes, qui trouvent qu'on ne fait pas assez pour le climat. Et donc, on a une partie de l'opinion qui nous dit il faut accélérer, il faut donner un prix au carbone, comme on dit. Mais parfois, je pense qu'on ne se rend pas bien compte quand on dit il faut donner un prix au carbone, il faut augmenter le prix du carbone, que donner un prix au carbone, ça veut dire taxer tout ce qui contient du carbone, à commencer par les carburants. Et donc, on a effectivement une partie de l'opinion qui nous dit allez plus vite, et puis une partie de l'opinion qui nous dit mais ça ne va pas, vous ne pouvez pas taxer, augmenter le prix des carburants, alors que moi, je n'ai pas d'autre solution. Je pense que c'est ce qui est ressorti du grand débat. Et je pense qu'on aura besoin d'avoir vraiment des concertations qui se poursuivent pour trouver le bon chemin. Je crois qu'en tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'on voit qu'on n'a sans doute pas pris la bonne méthode, qu'il faut une autre méthode, qu'il faut certainement à la fois plus d'accompagnement et qu'on ne peut pas simplement se contenter de dire... vous savez, c'est un peu comme... je pense que le parallèle avec la taxe sur le tabac ou avec la taxe sur les boissons n'est pas un bon parallèle. On peut vous dire, on taxe de plus en plus le tabac, vous n'avez qu'à arrêter de fumer. On ne peut pas vous dire, on taxe de plus en plus l'essence, on ne vous propose pas d'alternative, vous n'avez qu'à arrêter de vous déplacer. Donc ça ne marche pas. Donc on voit qu'on aura besoin de faire autrement, qu'on aura certainement besoin d'avoir plus d'accompagnement. Et par ailleurs, il y a une attente forte, si on met en place une fiscalité écologique, qu'elle bénéficie à l'écologie. Donc c'est dans ce sens-là, sans doute, qu'on va travailler dans les prochains mois. Au-delà de la fiscalité écologique, est-ce que votre ministère a fait des propositions concrètes au président de la République dans le cadre du grand débat national? Même si vous ne savez pas encore sûrement ce qui a été repris ou pas, mais... Je vous confirme qu'on a fait des propositions à la fois sur le fond et puis sur la méthode, dans le sens de ce que je viens de vous indiquer. En général, on ne les met pas. C'est pas tout à fait l'habitude d'aller raconter les notes qu'on passe au président de la République. Donc, je pense qu'on va attendre maintenant qu'il en fasse. Voilà. Vous venez d'évoquer la question de la taxation des carburants et de comment les Français se déplacent au quotidien. Finalement, on voit que le diesel a été très fortement taxé ces dernières années, avec une très grande progression de la TICPE. Mais quelle est l'alternative en termes de véhicules individuels que vous proposez? Parce que dans les différents textes de loi, je pense à la loi de transition énergétique, à la programmation pluriannuelle de l'énergie, on parle énormément de véhicules électriques. Est-ce qu'on ne s'avance pas vers un choix qui va être un peu monolithique et mono-énergie dans le secteur des transports et particulièrement sur ce segment du véhicule léger pour particuliers? Alors, c'est vrai qu'on a un certain nombre de mesures, et y compris dans la loi d'orientation des mobilités, pour favoriser le développement des véhicules électriques. Moi, je suis convaincu que pour les véhicules individuels, les véhicules électriques batteries, c'est vraiment une solution qui peut marcher. On ne dit pas que c'est exclusif, et dans tous les dispositifs d'accompagnement qu'on met en place, on s'assure que c'est neutre sur notamment le gaz et le biogaz et l'hydrogène. Donc je pense que demain, pour tous les véhicules, ça sera un mix de véhicules électriques batteries, de véhicules hydrogène et de véhicules au gaz. Et tous les dispositifs de soutien, je vous dis, poussent de la même façon
ces différentes solutions. Peut-être qu'il pousse de la même façon, mais la dynamique de développement du véhicule électrique n'est pas tout à fait la même que, par exemple, le gaz naturel pour véhicule, le GNV, où là, on remarque une très grande disparité par rapport à nos voisins. Je pense à la Belgique, à l'Italie, même à l'Allemagne, où ce type de carburation s'est développé très fortement. Et en France, on a l'impression que cet accompagnement, eu égard au nombre de stations développées dans le pays, reste assez timide. Sur le GNV, on est en train d'accélérer très fortement, à la fois en encourageant le développement de stations GNV, mais même bio-GNV. On a eu un certain nombre d'appels à projets qui ont permis de s'assurer qu'on avait un maillage minimal. Et ce qui est plutôt positif, c'est qu'aujourd'hui, les distributeurs de carburant, les Total et autres, se mettent à le proposer spontanément. Donc moi, je suis confiante sur le fait qu'on aura vraiment une bonne couverture du pays en avitaillement en GNV. Et de la même manière, on a un dispositif qui est très puissant pour accompagner le développement des infrastructures de recharge électrique, avec un coût qui sera divisé par 2 sur une période limitée pour accélérer le déploiement des infrastructures de recharge. Donc moi, je suis convaincue, mais vraiment, et s'agissant des véhicules électriques, vous voyez, on peut se dire qu'on a des résultats qui sont aujourd'hui pas forcément à la hauteur de nos attentes. En même temps, peut-être vous avez vu que nos constructeurs français, en dehors de Renault, en tout cas PSA, les modèles et les modèles de tous les constructeurs européens vont arriver cet été. Donc à un moment donné, on peut inciter les Français à acheter des véhicules électriques. Si les constructeurs ne les fabriquent pas, ça devient un peu plus compliqué. Là, je pense qu'ils sont tous conscients qu'avec les normes d'émissions de CO2 qui ont été fixées au niveau européen, ils doivent absolument s'y mettre, ou alors ils payeront des énormes amendes. Donc du coup, dans les mois qui viennent, on aura une gamme de véhicules électriques beaucoup plus variée que ce qu'on a jusqu'à présent. Et je suis vraiment convaincu que c'est une bonne chose que nos industriels se mettent avec beaucoup d'énergie, si je peux dire, en tout cas avec beaucoup de conviction, à développer ces véhicules électriques. Vous savez, je pense que quand vous regardez un pays qui donne quand même le là en matière de véhicules, compte tenu de son poids dans le monde, qu'est la Chine, ils ont des tels problèmes de pollution qui sont très engagés dans cette conversion des parcs sur des véhicules propres. Dans un domaine que je connaissais bien, notamment des bus, vous savez, ils sont en train de passer au tout électrique sur les bus. Et il faut être conscient qu'en Chine, quand ils ont décidé de faire quelque chose, ils ne mettent pas des décennies à le faire. Par exemple, quand j'étais à la RATP, puisque je vois une magnifique photo de bus électriques, moi j'avais décidé qu'on allait convertir les bus de la RATP à 80% en bus électriques et à 20% au biogaz. C'est 4500 bus. Shenzhen, c'est 15 000 bus. Ils ont décidé un beau matin de passer tous les bus à l'électrique et ils l'ont fait. Donc voilà, moi je suis convaincu que vraiment l'électrique aura une part croissante pour les voitures, pour les bus, que le challenge qui est devant nous, devant nos industriels, c'est de savoir si ces véhicules électriques, si ces bus électriques, ils seront chinois ou ils seront français. Moi, je préférerais qu'ils soient français. Je reviens sur la question du paquet mobilité, du paquet européen que vous avez brièvement évoqué, qui définit donc une limite d'émissions pour les constructeurs. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mesure un peu aveugle de se dire on va regarder uniquement le nombre de grammes de CO2 émis au pot d'échappement? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait prendre en compte la totalité du cycle de vie et de production, notamment dans le cas du véhicule électrique, qui n'est peut-être pas si écologique et si peu émetteur qu'on voudrait le croire? Si on prend en compte justement la phase de production, l'acheminement. Alors, ce que vous posez comme question, beaucoup de Français se la posent, et ça montre qu'on a du chemin à faire pour convaincre nos concitoyens, alors qu'on leur a dit pendant des années qu'il fallait rouler au diesel,
qu'on leur dit maintenant, bah non, on s'est trompé, en fait, ça émet des particules, c'est pas bon du tout. Leur méfiance est compréhensible. Pardon, mais oui, non, en fait, c'est un gros sujet, hein. C'est un gros sujet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit aux Français acheter diesel, puis tout d'un coup on leur dit, mais attendez, c'est affreux le diesel, ça pollue énormément, ça pose des problèmes de qualité de l'air. Une fois qu'on a eu ça, je pense qu'on aura besoin aussi, quand on porte aujourd'hui l'objectif de passer à l'électrique ou à l'hydrogène, de pouvoir les rassurer sur le fait qu'on ne va pas venir dans 5 ans ou dans 10 ans leur dire excusez-nous, on s'est trompé, finalement on a fait le bilan, on a refait nos calculs, et finalement c'est pas bien du tout. Donc, quand les réflexions que ça nous amène, hein, c'est cette crise qu'on connaît, c'est que sans doute dans le processus de décision, et je pense que ça s'est bien exprimé aussi dans le grand débat, il faudra beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de partage des données, beaucoup plus d'expertise externe que ce qu'on a eu. Mais moi, je suis convaincu, et on pourra le partager, que le bilan global est bien meilleur quand vous êtes avec des véhicules électriques, y compris en tenant compte des enjeux d'émissions de CO2 liées à la production des batteries. Ça suppose évidemment qu'on ait une gestion durable des batteries, qu'on les utilise dans une deuxième, une troisième vie, comme on sait le faire. Et puis par ailleurs, on a un autre défi devant nous, qui est que ces batteries ne soient pas toutes produites en Asie. Et ça, c'est le sens de l'initiative qu'on a prise avec les Allemands, avec 700 millions d'euros qui sont mis sur la table côté français, pour que les batteries qui deviennent une partie importante de la valeur ajoutée des véhicules soient produites en Europe et spécifiquement en France. Mais reste quand même la question du coût pour l'utilisateur final, le Français qui va vouloir changer de véhicule, qui ne va pas avoir l'argent pour s'acheter un véhicule électrique. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de lui proposer une alternative plus rapide, peut-être, en attendant que le pays soit équipé en bornes de recharge? Je pense notamment avec des kits de conversion de véhicules pour passer au biocarburant, ou en favorisant le GNV, qui est quand même un mode de carburant beaucoup moins cher que le diesel actuellement, très faiblement émetteur en particules fines, en CO2. Nos constructeurs, c'est plutôt sur les poids lourds qui développent du GNV. Et là, on est à fond sur ce développement du GNV, notamment avec des incitations fiscales très importantes de suramortissement pour la conversion des flottes de poids lourds. Le GNV, il existe aussi effectivement pour les véhicules de particuliers. Il faut avoir en tête que à l'usage, c'est beaucoup moins cher un véhicule électrique à l'usage, à la fois en consommation d'énergie, c'est 2 € pour 100 km. Donc c'est beaucoup moins. Donc du coup, c'est aussi à nous de trouver des montages financiers, et on est en train d'y travailler, pour que vous puissiez arriver à avoir une sorte de loyer ou de tout compris qui permettent de passer plus facilement. C'est ce qu'on fait en général. Quand l'investissement est plus élevé, mais que la dépense en fonctionnement est plus basse, c'est à nous de faire le montage financier clé en main pour que les Français puissent s'en saisir. Mais il y a aussi un problème de maillage territorial de ces bornes. On va avoir besoin de quand même énormément de bornes de recharge. Quel va être l'impact sur le système électrique, notamment sur la maille locale? Est-ce que ça va pouvoir tenir la charge? Et les enjeux de déploiement sont tels, il faut plusieurs millions de bornes de recharge, alors que des bornes de gaz naturel ou de biocarburant, il faut beaucoup moins de stations puisque l'autonomie est beaucoup plus élevée. Bon, je sens que vous êtes un fan du gaz, mais c'est bien aussi. Mais vous savez, 90% des recharges pour les véhicules électriques se font à domicile ou sur son lieu de travail. Et il ne s'agit pas d'avoir une installation électrique hyper sophistiquée, c'est une prise. Donc, moi, je suis assez confiante parce que quand même, les Français certains font des trajets très importants, mais beaucoup font moins de 20 km. La majorité fait largement moins de 20 km. L'autonomie, vous l'avez. Vous chargez votre voiture le soir, vous la rechargez tous les jours. Et vous pouvez même la recharger chez votre employeur
puisqu'il y a une disposition dans la loi qui fait que ça ne sera pas considéré comme un avantage en nature, donc vous pouvez recharger gratuitement chez votre employeur, et comme ça ne vous coûtera rien. Voilà, donc moi, je sais qu'il y a... évidemment, on prend en compte l'enjeu d'équilibre des réseaux électriques, mais les réflexions, elles vont même dans l'autre sens. Elles sont de dire que plus on va développer des énergies renouvelables intermittentes, plus on a besoin de stocker l'énergie, et les batteries des véhicules sont un bon moyen de stocker l'énergie. Et vous n'avez sans doute pas vu, mais dans nos débats au Sénat, on incite à avoir justement des systèmes de recharge qui fait que vous pouvez charger votre batterie, mais qu'en cas de besoin, le distributeur d'énergie peut venir chercher de l'électricité dans la batterie de votre voiture. Donc c'est en même temps, c'est le véhicule électrique, ça sera aussi le mode de stockage pour gérer l'éolien, pour gérer le solaire, qui a une production intermittente. Mais le gaz, c'est très bien aussi. On a vu depuis de nombreuses années l'entrée du digital aussi dans le secteur des transports, notamment avec la voiture autonome. Est-ce que vous ne considérez pas que la voiture autonome est une fausse solution pour les villes, dans le sens où elle ne changera pas le paradigme de la voiture individuelle dont vous avez beaucoup parlé et l'engorgement des grands axes? Alors, moi je sais que on l'entend moins, mais on a pu entendre ces dernières années des choses qui me semblent parfaitement inexactes. L'idée que les taxis autonomes allaient se substituer au transport en commun. Je n'y crois absolument pas. Hein. Je le disais, je pense que dans des grandes villes, vous avez absolument besoin de transport en commun. Des lignes de métro comme celle de la RATP, c'est des centaines de milliers de voyageurs tous les jours. Donc on a besoin dans les grandes villes d'avoir des transports en commun. Les véhicules autonomes ne s'y substituent pas du tout. Je pense que les véhicules autonomes, ils s'intègrent dans une vision où vous serez, notamment quand vous êtes dans des territoires où il y a des transports alternatifs à la voiture, vous serez de moins en moins propriétaire de votre voiture et vous aurez de plus en plus des voitures partagées. Donc qu'on puisse avoir demain des flottes, en plus des transports en commun, des flottes de véhicules autonomes, électriques et partagés, je pense que ça serait une bonne chose. Il y aurait beaucoup moins de véhicules et ils seraient bien mieux utilisés puisqu'ils seraient partagés. Mais ce sur quoi nous on met l'accent, et donc on a une stratégie sur le véhicule autonome, et on présentera prochainement les lauréats de nos appels à projets, parce que notre ambition, c'est de pouvoir autoriser non plus des expérimentations de véhicules autonomes, mais des véritables services de véhicules autonomes à partir de l'année 2020. Donc on a besoin pour ça d'accumuler beaucoup d'expériences. Et donc on a un grand appel à projet pour avoir tous les cas, le véhicule autonome en ville, le véhicule autonome comme service de mobilité dans des territoires moins denses. Donc on a un grand appel à projet dont on désignera les lauréats la semaine prochaine, pour arriver à franchir ce pas. Ce à quoi je crois et ma priorité, ce n'est pas le véhicule autonome comme véhicule individuel de plus en plus confortable, qui finirait par dissuader tout le monde de prendre les transports en commun. Vraiment, ma priorité, c'est les navettes autonomes. Alors, vous avez sans doute vu qu'on a 2 start-up françaises qui font des petites navettes électriques. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça permettra de proposer du transport, un moyen de se déplacer dans des territoires où vous avez du mal à avoir un chauffeur en train d'attendre que quelqu'un veuille bien l'appeler, ce qui est quand même un coût très important. Les expérimentations, vous voyez, c'est typiquement la liaison entre une maison de retraite et le centre-bourg, dans lesquels les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite pourraient appeler la navette autonome qui viendrait les conduire au centre-ville. Voilà. Moi, c'est ça. Pour moi, la priorité, c'est ces services de navettes autonomes, en particulier dans des territoires où aujourd'hui on n'a pas de transport.
sortir un peu des différents enjeux techniques qu'on a évoqués, nous allons faire une petite pause avec le traditionnel petit jeu des mardis. Ça va être 4 questions avec différentes réponses que vous allez devoir sélectionner. Alors, première question. Pour vous rendre en Conseil des ministres, vous utilisez le vélo, comme Christiane Taubira. Vous y allez à pied ou en lime parce qu'il faut favoriser les modes de déplacement actifs. Ou bien la navette fluviale, car Bercy n'a pas le monopole de la Seine. Malheureusement, je n'ai pas encore testé ces modes-là pour aller en Conseil des ministres. Je dois dire que je vais plutôt en voiture en Conseil des ministres. Oh. Si vous étiez une ligne de RER, vous seriez le RER C, Paris 16e, Versailles, c'est beau, c'est propre, c'est riche, c'est ce qu'on montre aux touristes. Le RER A, la ponctualité n'est pas votre fort. Le RER D, sociable, vous aimez la chaleur humaine. Je pense qu'il faut, dans la plupart de nos RER, il faut aimer la chaleur humaine. Le RER A, honnêtement, d'abord, c'est quand même la ligne la plus performante d'Europe. La plus empruntée d'Europe. La plus empruntée d'Europe. Donc vous n'avez pas de chance, non, j'ose pas le dire, vous êtes dans la branche SNCF, mais si vous étiez dans la branche RATP, vous verriez. Non, en fait, c'est une ligne qui est cruciale pour l'équilibre de la région Île-de-France. En fait, c'est tous ceux qui ont travaillé sur l'Île-de-France, et ça m'est arrivé dans ma jeunesse. Savent que le grand enjeu de l'Île-de-France, c'est cet équilibre Est-Ouest. Et le RER A, il symbolise ça. Il symbolise vraiment la vision de l'aménagement de Paul Delouvrier. Vous devez le savoir si vous êtes ici, de se dire on a l'audace de dépasser les schémas d'aménagement traditionnels et on invente les villes nouvelles et le RER, et je pense que ce RER A, il est symptomatique d'une forme d'audace qui était en même temps une forme de renoncement, puisque pendant qu'on faisait ça, on avait renoncé à reconstruire la ville sur la ville dans les départements de Petite Couronne. Troisième question. Pour partir en vacances, vous prenez plutôt l'avion, malgré les émissions de CO2, c'est quand même bien pratique. Le TGV, parce qu'après avoir lancé autant de lignes à grande vitesse, il faut bien les utiliser. Ou le RER, il ne vous mène pas bien loin, mais l'Île-de-France est si belle. Je crois que je vais prendre le RER. Le RER, vraiment. Ouais, je crois que je vais prendre le RER. Pour aller où? À Cergy, par exemple. C'est la ville verte et bleue, je crois. Je ne sais pas s'il y a toujours ce slogan-là, mais c'est... Oui. Non? Vous ne savez pas? Ah oui. Non. J'aurais dit grisé bleu. Oui. Ça a été pensé. 4e et dernière question. Paris Match vous prête des ambitions pour les municipales. Dans quelle ville vous verriez-vous? Paris, parce qu'après tout, on n'est plus un candidat près. Dunkerque, pour sa politique de transport gratuite. Ou bien Poitiers, parce que la ville vous a plu lorsque vous y étiez préfète. Alors j'ai eu l'occasion de rassurer ceux qui peuvent penser à Poitiers sur le fait que non, ça n'était pas là. J'ai eu l'occasion de dire aussi que je ne suis pas sûr que la gratuité des transports publics, ça soit une politique à généraliser, et donc non pas Dunkerque. Et puis voilà, comme vous l'avez dit, on ne manque pas de candidats sur Paris. Donc pas de municipal. J'ai pas dit que je n'y réfléchissais pas. On passe donc à la troisième partie du débat, l'occasion de revenir sur les dossiers SNCF, RATP, Air France. Vous vous êtes attaqué il y a un an à un autre dossier sensible qui est la réforme de la SNCF et notamment la reprise de 35 milliards de dettes par l'État. Pour que le déficit public ne soit pas impacté par cette reprise de la dette, le gouvernement avait annoncé avoir trouvé une solution qui était transformer avant 2020 l'entreprise publique SNCF Réseau en une administration publique. Est-ce que vous ne craignez pas que la dette se reforme, puisque cette sorte de nationalisation de SNCF Réseau ne responsabilise pas vraiment l'entité et que les précédentes règles d'or n'ont pas été respectées?
Alors, c'est une modalité technique, en fait, de dire, finalement, ce que vous dites, on l'a transformé en administration publique, ça ne veut pas du tout dire qu'on veut en faire une administration. Ça veut dire que dans la comptabilité européenne, qui est sans doute un sujet de réflexion pour une future commission, si vous reconnaissez que la dette était déjà une dette publique, alors elle vient juste s'imputer dans la dette publique sans transiter par le déficit. Tout ça pour dire que les règles de gouvernance de SNCF Réseau, y compris le fait que ça sera une société anonyme et non pas un établissement public auquel l'État apporte par nature une garantie illimitée, c'est le meilleur garant. Je sais que je n'ai pas convaincu la CGT cheminot de ce point, mais c'est le meilleur garant pour ne pas considérer qu'on laisse filer les déficits, on demande à l'entreprise de financer tout et n'importe quoi sans lui donner les ressources qui vont avec. Quand vous êtes une société anonyme, vous avez un bilan. Quand vous avez mangé vos capitaux propres, il faut que votre actionnaire vous recapitalise. Et donc, je pense que c'est la meilleure solution pour éviter qu'on revienne dans les errements du passé. Est-ce que donc la société anonyme, pour vous, responsabilise l'entité? Est-ce qu'on sait qu'il y avait eu plein de craintes sur les privatisations? Est-ce que ça n'aurait pas été une meilleure solution pour éviter que la dette se reforme? La privatisation Je pense qu'on est quand même... il y a plusieurs sujets. D'abord, on est sur un monopole. On est sur du domaine public. Alors, il y a eu des précédents avec Aéroports de Paris. Vous avez vu qu'on est en train d'en sortir. On est en train de revenir à un modèle beaucoup plus classique de concession. Moi, je pense que, franchement, le réseau ferré national, qui est le cœur de notre système de transport à l'échelle nationale demain, s'il y a un bien public, c'est vraiment ce bien-là. On aurait pu dire pareil des routes qui ont été privatisées, non? Elles n'ont pas été privatisées, les routes. Elles ont été historiquement concédées à des sociétés publiques, puis on a privatisé les sociétés publiques. Mais voilà, c'est des concessions. L'autre volet de la réforme de la SNCF, c'était l'ouverture à la concurrence. Donc les premiers concurrents privés du TGV pourront rouler sur le réseau français à partir de 2021. Il y a d'autre part la Commission européenne qui avait adopté le 4e paquet ferroviaire comme étape ultime à la libéralisation. Est-ce que cette réforme d'ouverture à la concurrence était seulement destinée à mettre la France en règle avec les autres pays européens? Non. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, non. L'expérience qu'on peut avoir, vous voyez, chez nos voisins, c'est que quand de nouvelles entreprises sont venues, nos voisins qui ont déjà ouvert leur réseau à la concurrence, c'est qu'on a des nouveaux opérateurs qui viennent avec des nouvelles idées, qui proposent des nouveaux services, et qu'à la fin, le voyageur est gagnant. Et c'est pas juste doctrinaire quand je vous dis ça. Moi, je l'ai vu en tant que PDG de la RATP. Quand vous exploitez un service, vous êtes convaincu de faire le mieux possible. La RATP, elle exploite son réseau en monopole qui s'ouvre progressivement à la concurrence. Mais vous voyez, par exemple, la RATP exploitait le tramway de Manchester. Il y avait un appel d'offres. On était convaincus qu'on était les meilleurs. Eh bien, on a perdu l'appel d'offres. Je peux vous assurer que quand ça vous arrive, vous dites mince, mais voilà, comment quelqu'un peut faire mieux que moi? Et donc vous apprenez, et le coup d'après, vous faites mieux. Voilà. Donc c'est évidemment parce qu'on est en conformité avec des textes européens, mais aussi parce que je pense que sur les trains express régionaux, ça sera bien que la SNCF sache que il y en a d'autres qui peuvent aussi proposer d'autres services et que c'est extrêmement stimulant.
Sur justement l'avenir de la réforme de la SNCF, vous qui connaissez bien cette entreprise, vous devez avoir une idée de la difficulté de mise en œuvre de cette réforme, a fortiori dans un endroit où 95% des salariés, y compris les cadres, se sont déclarés opposés à la réforme dans un sondage interne de mai 2018. Je pense que la réforme, enfin, c'est une réforme où on a bougé beaucoup de choses. Hein. On a à la fois changé l'organisation de la SNCF, on a ouvert à la concurrence et on a changé le cadre social avec l'arrêt du recrutement au statut. Et on a repris les 35 milliards d'euros de dettes que vous évoquiez. Je pense qu'il y a eu des expressions assez malheureuses quand on a lancé cette réforme, que les cheminots ont pu vivre comme une critique directement à leur égard. Moi, je peux vous assurer que je n'ai jamais eu ce genre d'expression, mais voilà, dans le débat public, je pense qu'il y a beaucoup de cheminots qui ont été blessés. Et c'est cette réaction-là, et pour avoir discuté avec beaucoup des cheminots à l'époque et maintenant, je pense que c'est compliqué de se dire convaincu par une réforme quand on a des expressions qui mettent en cause votre compétence, votre engagement. Voilà. Donc je pense que ça a beaucoup joué, indépendamment du fond, dans la façon dont les cheminots ont pu recevoir la réforme au départ. Est-ce que ce n'était pas un manque de pédagogie aussi de la part du gouvernement d'expliquer en profondeur la réforme aux cheminots, au-delà des expressions Enfin, vous savez, on a fait le choix. Enfin, d'abord, je pense que les cheminots, ils ont. D'abord, c'est pas une surprise l'ouverture à la concurrence. Hein. C'est pas sorti d'un chapeau. Ça avait été discuté depuis des décennies. Ça avait été acté par le précédent gouvernement. Et c'est vrai qu'on a fait le choix d'une réforme systémique, si on peut dire. Et je pense qu'effectivement, ça a surpris. Moi, je suis convaincu, vous voyez, que la nouvelle organisation qu'on met en place, avec notamment donc, des entités où on rapproche le gestionnaire des gares de celui qui gère l'infrastructure, on avait mis en place un système totalement loufoque, dans lequel celui qui gérait les quais jusqu'à la limite où arrivent les trains n'était pas le même que celui qui gérait le quai perpendiculaire au bout des trains, dans lequel celui qui gérait la verrière n'était pas celui qui gérait justement les quais, dans lequel, du coup, certains escaliers, on ne savait plus très bien à qui ils appartenaient. Donc, je pense qu'on a une réforme qui remet de l'ordre, qui simplifie, qui clarifie les responsabilités, dont je pense qu'aujourd'hui, les cheminots sont en train de se saisir sur cette partie-là, avec beaucoup de fierté de la partie gestionnaire du réseau, parce que c'est une reconnaissance de leur rôle central dans l'avenir du système ferroviaire. Et puis, c'est quand même aussi une reprise de 35 milliards d'euros, ce qui est quand même, peut être considéré comme un signe de confiance. Enfin, en tout cas, ça arrive assez peu souvent qu'on intervienne à cette hauteur-là. Et je pense que dans la partie... ce qu'on appelle SNCF Mobilité aujourd'hui, donc les activités fret et voyageurs, je pense qu'ils prennent aussi l'ouverture à la concurrence comme un défi. Voilà, donc c'est une réforme qui a été menée sur un temps très court, qui a peut-être un peu sidéré tout le monde à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, les cheminots sont tous au travail pour la mettre en œuvre. Et moi, je suis convaincu qu'on avait besoin de cette réforme. Pour rester sur ces questions de concurrence, notamment au niveau européen, nous avons reçu Guillaume Pepy en février dernier, juste après la décision de la Commission européenne de rejeter le projet de fusion entre Alstom et Siemens. Il nous avait alors déclaré que sans géant ferroviaire européen, autant ne pas avoir d'Europe. Qu'en pensez-vous ? Oui, enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que je pense qu'on a vraiment besoin d'Europe. On a vraiment besoin d'Europe, y compris, en effet, pour faire des champions européens. Vous avez vu que la France et l'Allemagne ont souhaité prendre une initiative pour modifier la façon dont on apprécie les règles de la concurrence. En fait, on aurait pu espérer un peu plus de vision politique de la part de la Commission,
Mais aujourd'hui, le mandat qui a été donné dans les traités, c'est la défense du consommateur. Ce qui est un peu le mandat, il faut être clair, de toutes les autorités de concurrence dans tous les pays. Mais parfois, à force de défendre le consommateur, certains en arrivent à penser que la meilleure chose qu'on peut faire pour le consommateur, c'est d'acheter des trains chinois. Bon, donc, à la fin, le citoyen, il comprend plus bien pourquoi, pour défendre le consommateur, on envoie tous les emplois en Chine. Donc là, on a manifestement des choses à changer, à la fois dans la façon dont on apprécie ce qu'est le marché. La Commission européenne, elle protège le marché intérieur, le marché à l'échelle de l'Europe, sauf que le marché du ferroviaire, il n'est pas à l'échelle de l'Europe, il est mondial. Donc il faut qu'on reclarifie ce point-là. Et je pense que c'est assez légitime de demander aux autorités de la concurrence de défendre le consommateur, mais à un moment donné, comme c'est le cas dans la plupart des États, le pouvoir politique doit pouvoir dire « Ok, vous nous avez donné le point de vue du consommateur, moi j'ai d'autres considérations qui m'importent aussi, le point de vue de la souveraineté industrielle, le point de vue de l'emploi, et je passe outre l'avis de mon autorité de la concurrence. » Ça, c'est possible à l'échelle nationale, et ça doit pouvoir l'être aussi à l'échelle européenne. Évoquons à présent la RATP, notre entreprise que vous connaissez bien. Les Jeux Olympiques devaient être un formidable accélérateur pour rénover et développer le réseau ferroviaire en Île-de-France et faire oublier en quelque sorte 3 décennies de déshérence du réseau. Est-ce que la ligne 17 va bien être construite maintenant que EuropaCity est dans la tourmente et que le Charles de Gaulle Express et la rénovation du RER B sont actés? Alors, on a confirmé, il y a maintenant 1 an, je pense, quasiment, qu'on réaliserait l'ensemble de ce réseau Grand Paris Express. Avec le Premier ministre, on a voulu indiquer un calendrier réaliste. Parce que, je pense que, on évoquait les doutes des citoyens sur ce qu'on leur dit sur les vertus des véhicules électriques. Je pense que plus personne ne croit les calendriers qu'on annonce. Quand on nous dit on va boucler le Grand Paris Express en 2024, je pense que les citoyens n'y croient plus. Et ça n'est pas possible. Et je pense qu'il faut arrêter de raconter des choses irréalistes. J'ai déjà eu l'occasion de dire, vous savez, quand je vais en Bretagne, on a une route nationale, ils ont un très bon réseau, en moyenne en Bretagne, il y a la route nationale qui dessert le centre de la Bretagne. Le général de Gaulle leur avait promis la mise à 2 fois 2 voies de cette RN 164. Quand vous allez en Lozère, la présidente du conseil départemental de Lozère nous dit « Édouard Balladur, au comité interministériel d'aménagement du territoire de 1993, nous a promis la mise à 2 fois 2 voies de la RN 88. » Et je pense qu'il faut arrêter de raconter des rêves qui finissent par être des cauchemars quand vous voyez que ça ne se fait pas. Et donc, si on veut que la parole publique soit crédible, et je pense qu'on en a besoin, il faut donner des calendriers des réalistes. Donc oui, nous allons faire l'ensemble du réseau du Grand Paris Express d'ici 2030, avec un certain nombre de premières lignes qui ont été indiquées à l'échéance de 2024, notamment pour les Jeux Olympiques, dont la ligne 17 jusqu'à la station qui s'appelle Bourget RER, et si possible jusqu'à la station Bourget Aéroport, où sera installé le centre média dans le cadre des Jeux Olympiques. Ce que vous dites, c'est que dès le départ, on savait que pour 2024, ce ne serait pas prêt. Pourquoi on a fondé la candidature de Paris au JO sur justement les transports alors ? Alors, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Vous voyez, on a quand même un des réseaux de transport sur le cœur de l'agglomération, je m'excuse de le dire, mais qui est un des meilleurs du monde. Et il y a, sans la totalité de ce réseau, on aura une possibilité d'aller d'un site à l'autre en transport en commun.
Mais je pense qu'on s'est un peu emballé en promettant. C'est toute la question, vous savez, peut-être de ce que doit être la parole politique. Je pense que la parole politique, elle doit donner un cap, elle doit porter un projet, elle doit porter une part de rêve. Mais à un moment donné, il faut quand même tenir compte de la réalité, parce que sinon, les gens vont de déconvenu en déconvenu et ils ne croient plus du tout ce que vous racontez. Et ils finissent par douter de la sincérité, ils finissent par douter de tout ce que vous leur dites. Et je pense qu'on est un peu dans une période où on le voit bien, à force d'avoir vendu du rêve, les gens ne croient plus ce qu'on leur dit. Oui, François, justement sur cette question des investissements dans les transports en commun du Grand Paris, François de Rugy nous a déclaré récemment sur ses fauteuils, avant d'investir des milliards dans les transports en commun du Grand Paris, il faut développer le covoiturage. Qu'est-ce que vous en pensez, le covoiturage pour les JO? Je pense qu'il faut développer le covoiturage. Enfin, je suis totalement convaincue qu'il faut développer le covoiturage. Alors, le covoiturage, il s'est développé tout seul pour les transports occasionnels, pour aller en vacances, ou pour les étudiants qui font leurs études à Poitiers et qui habitent à Bordeaux ou réciproquement. Développer le covoiturage domicile-travail, c'est le défi que nous voulons relever, et je présenterai prochainement un plan pour soutenir ce covoiturage, au-delà de ce qui est déjà dans la loi, des voies réservées, le forfait mobilité, le soutien qu'on peut avoir pour la réalisation d'aires de covoiturage. Vous qui êtes à Cergy, qui devez parfois prendre l'autoroute A15 pour aller à Paris, vous savez qu'il y a 250 000 véhicules tous les jours sur l'autoroute A15, avec un taux d'occupation moyen de 1,01 passagers par voiture. Donc franchement, si chacun faisait un jour par semaine du covoiturage, on réglerait la plupart des problèmes de congestion dans le pays. Donc je suis vraiment convaincue qu'il faut qu'on arrive à donner de l'ampleur à ce covoiturage domicile-travail qui nous réglerait une bonne partie de nos difficultés. Mais si on subventionne le covoiturage comme le propose la loi, est-ce que vous n'avez pas peur que cette activité se transforme en activité professionnelle ? Alors, il faut effectivement faire attention à ne pas faire de concurrence. Et notamment, on a eu l'occasion de mettre en demeure une des plateformes de covoiturage qui faisait en réalité du VTC sous couvert de covoiturage. Donc, ça n'a pas vocation, c'est pas une activité professionnelle, mais le simple fait de partager les frais, il faut qu'on arrive à rendre concret et effectif ce qui normalement part du bon sens. Quand vous êtes à deux dans une voiture, ça vous coûte 2 fois moins cher. Si on vous met des voies réservées, vous pouvez mettre moins de temps. Il faut qu'on arrive à déclencher ce réflexe covoiturage sans qu'on ait besoin de rémunérer un chauffeur qui deviendrait du coup un professionnel en concurrence avec d'autres professionnels. Moi, je pense que vous, les jeunes, vous êtes sans doute plus prêts à changer vos comportements que d'autres, et il faut que ce soit une sorte de responsabilité. Vous savez, les gens nous l'ont dit dans le débat. Chacun, les Français, contrairement à ce qu'on aurait pu penser quand on a vu le démarrage du mouvement des Gilets jaunes, ils sont très conscients de l'urgence climatique, et ils sont très conscients qu'on la relèvera. Évidemment que si l'État prend sa part, que les collectivités prennent leur part, que les entreprises prennent leur part, mais aussi si les citoyens acceptent aussi de changer leur comportement. Et je pense qu'une bonne façon de changer son comportement, c'est dès lors qu'on peut proposer des solutions de covoiturage qui simplifient la vie, de basculer sur le covoiturage. Passons maintenant à un autre géant du transport en France qui est Air France. Air France KLM connaît aujourd'hui une grave crise de gouvernance, notamment suite à l'entrée de l'État néerlandais dans le capital. Un groupe de travail a été créé pour proposer des mesures permettant à Air France KLM de mieux fonctionner. Qu'est-ce que vous attendez de ce groupe de travail ? Est-ce qu'on va vers un Big Bang qui remettrait complètement à plat l'organisation du groupe, ou bien la continuation des guerres fratricides entre les deux entités ? Je pense qu'il faut...
On ne peut pas caricaturer la relation entre Air France et KLM en parlant de guerre fratricide. Hein. L'alliance Air France-KLM, ça a été, je pense, une des premières intégrations capitalistiques dans le transport aérien. Il y a quelques années encore, les règles étaient que chaque pays accordait des droits de trafic à son entreprise nationale, ce qui rendait impossible tous les rapprochements, toutes les fusions entre entreprises. Air France-KLM a trouvé une bonne façon de dépasser ces contraintes des règles sur la détention du capital des compagnies en créant donc une entité qui a beaucoup progressé, qui s'est beaucoup développée, y compris KLM, qui est un sujet épidermique aux Pays-Bas. Vous savez qu'aux Pays-Bas, c'est un peuple qui s'est toujours passionné pour le commerce, le transport, et KLM, chez eux, c'est vraiment un symbole national. Je pense qu'il y a eu des malentendus dans les décisions qui ont pu être prises par la gouvernance d'Air France-KLM. Les Hollandais ont l'impression de ne pas avoir été suffisamment associés au choix, à la stratégie d'Air France-KLM, et ont pu craindre qu'on veuille affaiblir le hub d'Amsterdam au profit de Paris, ou qu'on veuille faire d'Air France, ça a été exprimé dans les journaux, la compagnie premium, pendant que KLM serait la compagnie low cost. Bon, voilà, donc il y a une accumulation de malentendus. Le groupe de travail qu'on a mis en place, l'objectif, c'est de lever les malentendus, de se mettre d'accord entre les deux gouvernements sur la façon de travailler ensemble. Ça commence par le fait de dire on ne va pas chacun, chaque mois, prendre 1% du capital et se faire une échelle de perroquet parce qu'on se méfie les uns des autres. Donc on a besoin de retrouver une confiance, de partager une vision de ce que doit être la stratégie, et on est aligné sur ce point-là. Et donc c'est plutôt de préciser la façon dont deux États actionnaires d'une compagnie doivent se comporter, évidemment en défendant l'intérêt national, mais en ne perdant pas de vue que quand l'État est actionnaire, comme n'importe quel actionnaire, il doit défendre l'intérêt de la compagnie. Est-ce que vous considérez, comme M. Spinetta, qui a été l'auteur de la fusion, que l'État néerlandais doit se retirer du capital de KLM Je pense que maintenant qu'il est entré au niveau de la holding, ça devient effectivement un biais qui soit en même temps au niveau de KLM. Ensuite, voilà, il faudra être attentif à pas non plus... que l'État ne soit pas au niveau de KLM, c'est une chose. Que l'actionnariat de KLM ne soit plus néerlandais, je pense que là, il faut qu'on fasse attention. Oui. Et même question chez nous, est-ce qu'un jour l'État français pourrait se retirer du capital d'Air France ? Alors, Air France est détenu par Air France KLM. C'est-à-dire que chez nous, les choses sont plus simples. On est dans Air France KLM, on n'est pas dans Air France. Donc, je pense que le bon schéma, c'est que les États soient au niveau de la holding et non pas chacun... Enfin, vous voyez, c'est vrai que si on considère... Enfin, ça me semble beaucoup plus sain que les deux États soient au niveau de la holding en défendant l'intérêt du groupe, plutôt que chacun soit au niveau d'une des compagnies, ce qui peut donner l'idée qu'on va aller chacun s'affronter par compagnie aérienne interposée. On va maintenant passer à la quatrième partie de notre débat, qui va être davantage centrée sur votre parcours politique, votre avenir politique aussi. Vous avez lancé et réussi une réforme sur l'une des entreprises françaises réputées comme la plus irréformable. Maintenant, vous présentez une loi qui prépare la mobilité pour les 10 prochaines années. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le reste du quinquennat ? Écoutez, vous savez, je pense que ce n'est pas des choses qu'on prévoit, qu'on anticipe, et c'est assez peu moi qui en décide. Donc, je peux vous dire que mon objectif, c'est vraiment que cette loi mobilité arrive à bon port à l'été, comme c'est prévu. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de dossiers qui restent dans le domaine des transports, donc je ne crains pas de m'ennuyer. Et en tant que ministre, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir vous faire davantage entendre que lorsque vous étiez à la RATP, d'être plus utile ?
Comment vous comparez les c'est deux des expériences? métiers, honnêtement, ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, moi, vous l'avez rappelé, hein, j'ai adoré être PDG de la RATP. C'est une entreprise, d'abord, qui est une aventure humaine que je trouve assez extraordinaire. C'est une entreprise qui se développe maintenant à l'international, qui a un savoir-faire que je trouve formidable. Donc je peux vous en parler pendant 3 heures si vous voulez. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment un job passionnant. Quand on est ministre, évidemment, on agit peut-être moins concrètement sur le quotidien des Français qu'on le fait en tant que dirigeante d'une entreprise aussi au cœur de la vie quotidienne qu'est la RATP. Et je pense que le sens, c'est justement de mener des réformes en perdant pas de vue, et je pense que ça arrive parfois, en perdant pas de vue qu'à la fin, il faut des résultats concrets pour les Français. Et est-ce que cette perte de vue peut être liée justement au processus législatif, voire de négociation, avant même le dépôt du projet de loi sur le bureau du Parlement? Je pense notamment aux négociations budgétaires avec Bercy. Quel espace vous avez dans ce genre de négociations? Comment ça se passe finalement? Alors, les contraintes budgétaires, elles s'imposent à tout le monde. D'autant qu'on n'a pas décidé, comme ça a pu se faire à certaines époques, de considérer qu'on pouvait laisser filer un déficit, qu'on pouvait laisser filer la dette, et que voilà, nos successeurs paieront. Donc c'est évidemment une contrainte importante. Le travail interministériel, vous vous retrouvez à confronter effectivement votre point de vue avec des gens qui n'ont pas forcément eu le même cheminement intellectuel que vous. Donc c'est effectivement des moments où vous êtes forcément questionné sur ce que vous portez. Je pense que c'est important, vous voyez, que ce temps interministériel, que ce temps que les fonctionnaires passent entre eux, ne se fasse pas au détriment de la vision politique et qu'on ne perde pas de vue dans des débats interministériels ce qu'on délivrera in fine pour le citoyen. François de Rugy nous a dit lorsqu'il est venu perdre souvent des arbitrages face à Bercy. Est-ce qu'il y a eu des renoncements importants dans votre projet de loi? Moi, on m'aurait donné 300 millions ou 400 millions d'euros de plus par an. J'en aurais fait le meilleur usage, vous savez. On aurait pu... on est objectivement... Évidemment, il a fallu faire un choix sur les scénarios d'investissement. C'est d'autant plus difficile, vous savez, que je trouve qu'on a... on dit souvent qu'on a un pays qui a des bonnes infrastructures. C'est vrai. Et en même temps, à force de ne pas les entretenir, ça finit par devenir compliqué. Là encore, vous êtes bien placé ici. Vous avez sans doute pu vivre l'effondrement, l'accident qui est arrivé sur le viaduc de l'autoroute A15. C'est quand même assez ahurissant. On se dit, en France, au XXIe siècle, il y a un défaut d'entretien qui fait qu'une autoroute qui doit permettre à 250 000 personnes de se déplacer tous les jours, illustre une petite faiblesse, comme ça s'est fait effectivement il y a un an. Donc voilà, le besoin de rattrapage, il est considérable sur nos réseaux. C'est peut-être moins frappant sur les routes parce qu'on n'a pas les ralentissements qu'on peut avoir quand on est sur les lignes ferroviaires. Mais donc il y a un besoin de rattrapage considérable sur cette partie entretien. Je pense que développer du ferroviaire, je le disais, dans les villes, alors évidemment renforcer les transports en Île-de-France, sans oublier les métropoles en province, c'est absolument indispensable. Et je pense que pour notre cohésion nationale, pour l'adhésion de tous les Français à un projet national, sortir du sentiment de relégation que peuvent avoir une partie de nos concitoyens quand ils sont à Aurillac, à Prades, à Castres, où ils sont mal reliés par le réseau routier national au reste du pays, je pense que c'est un enjeu majeur. Voilà. Et donc,
Tout ça pour vous dire que si on avait plus d'argent, on pourrait aussi l'utiliser intelligemment. Pour revenir sur votre parcours politique, vous avez fait partie de cabinets ministériels, tous de gauche. Pourquoi vous n'avez jamais pris votre carte au Parti socialiste et qu'est-ce qui vous a convaincu à vous engager à La République en marche ? Enfin, moi, je vous confirme que j'ai effectivement été dans des cabinets ministériels de gauche, notamment auprès d'un certain Lionel Jospin, auprès duquel j'ai travaillé au début des années 90 et que j'ai retrouvé après. En fait, il se trouve que ça ne s'est pas fait et que je n'étais pas en responsabilité politique à cette époque. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire, hein, c'est une sensibilité que je ne renie pas. Et en même temps, quand je vois ce que portent les partis dits de gauche avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger intensément, et on a échangé intensément à l'occasion de la réforme ferroviaire à l'Assemblée ou au Sénat, et encore récemment à l'occasion du débat sur la loi d'orientation des mobilités au Sénat, moi je ne me retrouve pas. Je pense que la pensée, elle doit évoluer avec un monde qui évolue. Et qu'à un moment donné, s'enfermer, mais ça vaut à droite comme à gauche, dans des certitudes qu'on porte depuis des années, sans repartir, et c'est la démarche que j'ai eue dans le domaine des transports, comme c'est la démarche qu'Emmanuel Macron avait eue pour bâtir son projet dans la campagne présidentielle. À un moment donné, il faut sortir des positions assez dogmatiques qu'on porte depuis des années. Si ça marchait, ça se saurait. Pour repartir des attentes des Français et proposer des réformes. Et le pays a besoin de réformes profondes. Donc c'est là-dedans que je me retrouve aujourd'hui. Concrètement, que vous êtes engagé à La République En Marche, qu'est-ce qui vous a séduit Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de mener des transformations en profondeur, qu'on a besoin de regarder la réalité en face et pas de s'enfermer soit dans des visions, on va dire, un peu technocratiques que peuvent spontanément porter nos administrations, parce qu'elles ne sont pas confrontées à la réalité, hein, parce qu'elles ne sont pas au contact des citoyens, parce qu'elles ne connaissent pas nécessairement le pays dans lequel on vit, et beaucoup ne connaissent que Paris, on va dire les choses carrément. Donc je pense qu'il ne faut ni s'enfermer dans cette vision technocratique, ni s'enfermer dans une vision un peu dogmatique où on répète des choses qui ne sont pas loin d'être les mêmes depuis les années 70, 80. Vous voyez, je pense qu'à un moment donné, je crois profondément dans le projet que porte Emmanuel Macron, qui est effectivement de regarder la réalité en face, de mesurer les défis et de le prendre sans dogmatisme, avec un équilibre qu'il a exprimé en libéré, protégé. Oui, moi je pense que c'est quelque chose auquel je crois. Vous avez effectué vos études, vous le disiez encore tout à l'heure, à Polytechnique et travaillé dans un secteur où il y a très peu de femmes. Comment on évolue dans un milieu si masculin ? Je pense que moi j'ai été assez privilégiée, hein, parce que, vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui, c'est sans doute plus simple quand on est diplômé de grandes écoles, d'affronter des milieux masculins que ce que j'ai pu voir dans les agents de la RATP, où c'est pas simple d'arriver à la maintenance de la voie quand vous êtes une femme, c'est pas simple d'arriver dans un dépôt de conducteur quand vous êtes une femme. Voilà, donc quelque part, moi j'ai sans doute été un peu privilégiée par mon parcours, par mes études, et je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif à ce que les femmes soient bien accueillies dans tous les métiers, quel que soit effectivement le niveau de responsabilité des postes. Et c'est quelque chose que moi je porte très fortement. Et dans le milieu politique, on dit souvent que c'est plus dur pour les femmes si elles sont nommées plutôt qu'élues. Est-ce que vous avez ressenti ça sans avoir été élue ? Écoutez, je pense que, il y a certainement, quand vous n'avez pas eu de mandat d'élu, un procès vous êtes les techniciens, les ministres techniciens qui portent des visions technocrates. Voilà, donc bon, peut-être. Moi, je pense que, vous voyez, je pense que j'ai
un parcours professionnel qui effectivement n'est pas passé par un mandat électif à ce stade, mais je peux vous assurer que les enjeux de nos territoires, les difficultés de nos concitoyens quand ils vivent à Paris, quand ils vivent dans le sud de la Vienne, ou quand ils vivent dans des territoires très différents, c'est quelque chose que je connais, que je porte, et je ne pense pas avoir une vision uniquement technicienne des dossiers. Je pense que nous allons rester là et proposer à notre public de poser 2 questions, peut-être. Alors, les micros vont circuler, on vous laisse le temps de réfléchir à votre question. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Vous avez laissé planer le doute lorsque nous avons évoqué vos ambitions pour les municipales en 2022. Alors, sans langue de bois, est-ce que vous pouvez nous confirmer ou bien nous infirmer que ce n'est pas Paris qui vous intéresse? Et sinon, quelle ville vous fait rêver aujourd'hui? Merci. Je peux vous confirmer que c'est effectivement pas Paris où je pense qu'on a effectivement beaucoup de talents là, qui cherchent déjà à trouver leur voie. Et je ne peux pas vous répondre sur le deuxième point parce que c'est quand même une réflexion personnelle et voilà, quelque chose qui devrait faire sens. Je pense que l'époque où on se parachutait indépendamment dans des villes qui pourraient être interchangeables, voilà, ça ne se décide pas comme ça d'un coup de dé, donc c'est une réflexion personnelle que je vais poursuivre. Ça veut dire que vous prévoyez aujourd'hui de quitter le gouvernement peut-être prochainement de façon plus ou moins décidée? Je prévois de faire voter la loi d'orientation des mobilités, qui est un sujet qui me tient à cœur. Une autre question, peut-être? Bonsoir Madame la Ministre. Vous avez évoqué les systèmes de transport gratuits comme ils existent à Dunkerque, en disant que c'est impossible. Pourtant, ça fait plusieurs décennies que c'est testé dans des dizaines de villes dans le monde et que ça marche très bien, enfin même que c'est rentable économiquement. Pourquoi ne pas imaginer c'est rentable économiquement à Aubagne, par exemple, enfin, en France. Pourquoi ne pas imaginer de les étendre à des métropoles plus grandes comme Paris, par exemple? Alors, Paris, vous savez, c'est plus de 3 milliards de recettes voyageurs. Donc ça veut dire que si on met la gratuité des transports, d'abord il manque 3 milliards, donc ça veut dire qu'il y aura 3 milliards d'impôts à trouver. Et puis, moi j'ai rediscuté, puisque j'étais à Dunkerque lundi, avec le maire de Dunkerque, qui me disait qu'à Dunkerque, la culture, elle n'était vraiment pas pour les transports en commun, que du coup les bus étaient largement sous-utilisés et qu'il a voulu faire un électrochoc pour convaincre les habitants de Dunkerque de prendre les transports en commun. Je n'ai pas l'impression que ce soit la situation, vous voyez, des transports en Île-de-France. Et si on faisait un électrochoc pour convaincre encore plus de Franciliens de prendre des transports en commun, je ne sais pas très bien ce que ça pourrait donner. Voilà, donc je pense qu'effectivement, moi je comprends la démarche du maire de Dunkerque. Je vous dirais franchement et sans attaque personnelle que celle qui a été menée à Niort, je la comprends un peu moins bien parce que faut pas perdre de vue que les transports, c'est pas gratuit. Donc, quand on dit c'est gratuit pour le voyageur, il y a bien quelqu'un qui paye. En l'occurrence, on a la chance pour faire des transports publics, des solutions de mobilité, d'être assis sur une ressource qui est, je le disais, le versement transport, demain le versement mobilité, qui est prélevé sur les entreprises. Les entreprises, elles ne peuvent pas être taxées à l'infini pour pour quelque chose qui peut être perçu quand même comme une facilité, on va dire, vis-à-vis des citoyens électeurs. Et je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. On a eu les débats au moment de la crise qu'on connaît, de la crise des Gilets jaunes, sur l'acceptabilité de la fiscalité
par les citoyens, il ne faut pas non plus considérer qu'une fiscalité est indéfiniment acceptable par les entreprises. Voilà, donc moi je pense que c'est important de trouver un bon équilibre entre la part payée par les entreprises, la part payée en subvention par les collectivités et la part payée par les voyageurs, étant entendu qu'évidemment, il faut s'assurer qu'on ne freine pas l'utilisation des transports en commun par des gens dont les ressources ne leur permettraient pas d'accéder aux transports en commun. Mais il y a des tarifications solidaires, des tarifications sociales qui sont imposées par la loi. Et donc, je pense que, vous voyez, par exemple, quand moi je vois les touristes qui viennent à Paris, je ne sais pas très bien pourquoi, le contribuable français ou les entreprises d'Île-de-France devraient leur offrir les transports gratuits, ce qu'ils n'ont dans aucune ville, dans aucune grande métropole au monde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous avez peut-être un mot de conclusion pour la fin de ce débat ? Oui. On va peut-être prendre une question supplémentaire. Je vois qu'il y a une question là. Madame la ministre, bonsoir. Je n'ai pas fait l'ESSEC, HEC, l'ENA ou Sciences Po. Je sais par contre lire, écrire et compter grâce à l'école de la République. Je vais donc vous parler ce soir avec mes mots et pendant quelques minutes, 3 minutes exactement. Il y a 60 ans naissait la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, avec d'autres d'ailleurs, selon la volonté du général de Gaulle, 10 ans selon l'histoire, à M. Paul Delouvrier, haut fonctionnaire, mettez-moi un peu d'ordre dans ce bordel. Il parlait du développement anarchique de la région parisienne. La solution à l'époque, selon le général, ne pas toucher au cœur de Paris, capitale unique au monde des ensembliers, véritable musée architectural à ciel ouvert, et le drame de Notre-Dame de Paris nous le rappelle. Et permettre malgré tout son développement par la création des villes nouvelles à distance de Paris entre 30 et 40 km, le tout protégé par des zones interstitielles. À cette époque, la ville de Cergy-Pontoise naissante a un projet de voie rapide de jonction avec sa jumelle Saint-Quentin-en-Yvelines, désenclavant au passage la boucle de Chanteloup. Voie jamais réalisée et le début des inconséquences dont vous héritez, madame, aujourd'hui. En 1990, Michel Rocard, Premier ministre, met en œuvre la révision du schéma directeur d'aménagement de la région parisienne, le livre blanc, et inscrit en urgence le bouclage de la A86 et de la Francilienne. C'est le début de notre cauchemar. Les hauts fonctionnaires en charge du dossier ne font ni une ni deux. Ils ressortent ce vieux dossier, de voie rapide, vieux de 40 ans à l'époque, et font soi-disant le bouclage de la Francilienne sans s'occuper que 40 ans après son origine. L'urbanisation est totalement amplifiée, modifiée, et que sa réalisation devient irréaliste, compliquée techniquement et budgétairement. Près de 4 milliards d'euros pour 22 km d'autoroute en plein tissu urbain, s'arrêtant en impasse à Poissy-Orgeval sur le projet du plus grand échangeur d'Europe, 4 fois Rocancourt, soit 300 000 véhicules jour, dont les 120 véhicules jour, dont 20% de poids lourds du projet A104. Ensuite, ce n'est plus un bouclage, mais du bricolage, pour reprendre l'expression des 3 sages désignés par l'État à l'époque pour trouver une solution. Les 3 sages étant l'ESSEC, HEC et Sciences Po. Car ensuite, poursuite sur A13, A12 et A86 qui n'en peuvent plus, surtout lors du trafic pendulaire du soir et du matin. Je ne vais pas développer davantage ici ce soir nos arguments, atteinte à l'environnement, à la qualité de vie, spoliation du patrimoine et atteinte à la santé des 300 000 riverains de ce projet démentiel. Je rappelle que la pollution de proximité fait 18 000 morts par an selon les experts qualifiés. Vous avez accepté, madame, en fin de cette conférence, de nous accorder un bref entretien et de recevoir nos doléances à travers un dossier complet que nous allons vous remettre. Le COPRA 184 que je représente ce soir vous en remercie très sincèrement, madame. Et je peux dire que nous apprécions au COPRA, depuis votre arrivée au gouvernement, que vous n'avez pas la langue de bois et que les assises de la mobilité sont extrêmement novateurs. En conclusion, madame, et pour terminer, vous n'êtes pas responsable de ce frontal qui nous oppose à l'État depuis 28 ans,
qui a conduit 3 premiers ministres, M. Bérégovoy, Balladur et Jospin, à annuler ce projet en souhaitant sa remise à plat. C'est cette remise à plat que nous vous demandons par la recherche d'un compromis acceptable pour toutes les parties. Quant à nous, nous y sommes prêts, avec un préambule néanmoins, permettant la confiance, l'annulation de ce projet démentiel par la recherche d'autres solutions beaucoup plus réalistes comprises dans les assises de la mobilité. Précision pour les auditeurs. Le COPRA 184, fondé en 1991, veut... je présente qui je suis, non? Ah bon, j'ai terminé. Si tu peux pas présenter. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'en parler après, alors. Bon, merci beaucoup. On peut se diriger vers la cafétéria pour avoir le cocktail. Merci beaucoup pour cet échange. Enfin, vous l'aurez compris, je pense que ces enjeux de mobilité, je pense qu'ils sont au cœur du projet qui peut redonner de la cohésion dans notre pays, à la fois de la cohésion territoriale, et puis c'est aussi un enjeu pour moi de cohésion sociale. C'est au cœur du projet aussi du président de la République de dire qu'on ne doit pas être assigné à résidence et qu'on doit proposer un projet d'émancipation à chacun. Et je pense que la mobilité a vraiment tout son rôle à jouer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.